Merci beaucoup d'être venu pour cette table ronde. Oui. Organisée autour du 4e numéro de Transposition, musique et sciences sociales. Je vais présenter très brièvement la revue et les intervenants avant de m'éclipser. Transposition a été créée en 2010 à l'initiative de jeunes chercheurs et d'étudiants issus de l'EHESS, notamment des formations tournées autour de la musique, le DEVA et l'école doctorale musique, histoire et société. L'idée initiale de cette revue était de perpétuer la dynamique qui existait dans cette formation, qui était de faire discuter les différentes sciences sociales autour de l'objet musique. La revue, dès ses débuts, a reçu le soutien du Centre de recherche sur les arts et du langage, le CRAL, et nous tenons à remercier ce centre de recherche ainsi que son directeur Esteban Bourg. Depuis le 4e numéro, le numéro dont nous allons parler aujourd'hui, la revue est hébergée par le portail revue.org et le 5e numéro paraîtra très bientôt et l'appel à la communication du 6e paraîtra également bientôt. S'il y a des jeunes étudiants et des jeunes chercheurs dans la salle qui souhaitent intégrer cette revue et participer au dynamisme de transposition, je les informe qu'ils sont toujours les bienvenus, qu'on peut nous contacter via l'adresse de contact sur le site et que nous sommes toujours en recherche de nouveaux éléments pour dynamiser la revue. Donc cette table ronde organisée par Luis Velasco Puflo, qui était le directeur du dossier thématique du 4e numéro de Transposition, regroupe Panagiota Anagusto, chercheuse associée à l'Institut d'histoire culturelle européenne, Didier Francfort, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, Muriel Montagu, chercheuse associée au laboratoire de changement social et politique de l'Université Paris 7, Catherine Perret, professeure de philosophie et esthétique des arts à l'Université Paris 8, Makis Solomos, professeur de musicologie à l'Université Paris 8, et Nathalie Berger, responsable de la coordination États-Unis de Amnesty International France. Bonne table ronde. Merci beaucoup d'être là. Et pour nous, c'est une joie de réunir donc, ces discutants autour de cette table donc, pour parler des textes et du sujet donc, de ces quatrième numéro de Transposition qui est la musique et les conflits armés après 1945 et plus spécifiquement la musique et la torture. Alors je vais ouvrir la discussion reprenant donc trois axes de réflexion sur lesquels on avait regroupé les textes dans les articles, dans les textes des présentations du numéro. Et à partir de là, donc, je vais proposer d'autres axes et après je vais donner la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Alors, nous avons pensé donc, les articles qui forment les dossiers et sous trois axes de réflexion. Les premiers axes, donc c'était les textes qui analysent les processus d'identification des acteurs engagés dans les conflits armés par le biais de la création ou de la mobilisation d'œuvres et des pratiques musicales. C'est-à-dire, par exemple, dans l'article sur le musicien chilien et face à la guerre du Vietnam, donc comment, par la création musicale, par la mobilisation des chansons, d'œuvres musicales, on va s'identifier, on va prendre position face à ces conflits armés. Et dans l'article sur Nono, c'était aussi comment Luigi Nono prend position par rapport à ces conflits de libération du tiers-monde à la guerre froide. Un deuxième axe
c'était les textes qui analysent l'utilisation et les appropriations des œuvres musicales par des acteurs engagés dans la violence armée. C'est-à-dire les textes sur les champs et pendant la guerre civile en Sierra Leone. Donc comment, par exemple, il y a ces transferts du Libéria vers la Sierra Leone et donc comment ces combattants ils vont s'approprier donc ces champs et les mobiliser à leur tour. Et il y avait aussi l'article sur la guerre civile grecque, sur les rebetiko, comment et après la guerre civile, donc il y a une interrogation nouvelle des concepts donc, du peuple, de la musique nationaliste. Donc, ils sont passés à chercher donc, quelle serait la musique du peuple. Et enfin, donc, il y avait un troisième axe, donc c'était aussi la fonction sociale des œuvres et des pratiques musicales pour sublimer la souffrance provoquée par les conflits armés. Sous cet axe, il y avait notamment les textes de Julian Rogers et sur Maurice Ravel et Marguerite Long. Donc comment Ravel il va composer donc de la musique pour piano pour justement donc que Marguerite Long puisse faire les deuils de son mari donc tombé au front. Il y a aussi évidemment les deux textes donc, qui parlent sur la torture, donc sur les ordres musicaux mobilisés et dans des pratiques de torture. Il y a les textes de Maura Grant et qui met en perspective et de quelle façon la musique elle a eu toujours une place dans les pratiques de torture, mais aussi plus largement dans l'univers militaire ou dans les pratiques militaires. Et la traduction donc, de l'article de Susan Cusick est un article important donc, par son retentissement médiatique et aussi intellectuel, et sur l'utilisation de la musique par l'armée des États-Unis dans ce qu'il s'appelle la guerre contre la terreur, et notamment, bon, on va en parler plus tard, à Guantanamo, mais aussi en Afghanistan, en Irak, au Pakistan, au Maroc, voilà, dans ces endroits où il y avait ces dark prisons, ces prisons secrètes, et où la CIA donc torturait et ses détenus. Aujourd'hui, donc, je voudrais lancer le débat avec une autre possible réflexion sur ce texte. Donc, sur deux axes. Celui de la violence, donc une réflexion sur la violence, et le deuxième axe, une réflexion sur les enjeux mémoriaux. Donc, les premières, donc, comment, pour les acteurs, finalement, il y a une violence libératrice, parfois, dans le cas des nonos, dans le cas des musiciens chiliens. Et donc, il y a une mobilisation de la musique et dans des conflits donc, qu'ils vont considérer comme nécessaires, où l'engagement est nécessaire, donc il faut prendre position. Et finalement, cette violence libératrice donc, va servir pour la construction d'un nouvel ordre social. Et c'est une violence qui ramène de l'espoir. Et il y a aussi une autre forme de violence qui serait une violence coercitive et généralement mobilisée par l'État. Donc, qui est le cas, par exemple, dans les textes sur la torture. Donc, comment c'est l'État qui pas seulement va mettre en place donc, ces pratiques-là, ce sont les États-Unis, c'est la CIA,
mais aussi, ils vont protéger donc, les tortionnaires, donner un cadre légal. Alors, ils vont justifier finalement avec des arguments légaux et ces pratiques-là donc, pour obtenir des renseignements. Et il y a aussi, donc, d'autre part, les enjeux mémoriaux. Donc, de quelle façon on va se souvenir de ces conflits armés, de quelle façon on va réinvestir donc ces faits historiques, donc, et comment les œuvres et les pratiques musicales, elles vont participer à la façon dont on va instaurer donc, une mémoire sociale, une mémoire politique. Et évidemment, il y a les textes sur la guerre civile grecque, les textes sur Nono, et les textes sur le Chili. Et voilà, ce sont des... Ils vont aborder donc finalement comment la musique elle est au service donc, de cette façon de se remémorer. Et aussi, donc, il y a la question, donc ils vont poser la question de quoi il faut se souvenir, comment il faut le faire, de quelle façon, avec quelles émotions ou quels concepts on va mobiliser, mais aussi ce qu'il faut oublier. Quand on se souvient de quelque chose, il faut aussi délimiter ce qu'on va oublier et comment est-ce qu'on va faire pour oublier. Et voilà, donc à partir de ça, qui voudrait prendre la parole? Allez, Didier Franco. Je prends un tout petit peu la parole pour dire que à la fois sur les deux thèmes que tu proposes pour relancer la discussion à partir de la revue, on a de nouveaux exemples avec tout ce qui a été commémoration de la Première Guerre mondiale. Et que là, on a dans le vif quelque chose qui montre comment ça fonctionne aujourd'hui, que ce réinvestissement de mémoire, que ces phénomènes d'oubli, et la façon dont on a utilisé la musique plutôt comme une sorte d'euphémisation du souvenir de la Grande Guerre. Ça limitait un petit peu l'évocation de l'horreur que de dire mais il y a quand même eu de la musique qui a été produite à ce moment-là. Et donc ça a eu un effet, je pense, d'un certain nivellement dans cette commémoration de la Première Guerre mondiale, que de rappeler que de la musique a été produite quand même à ce moment-là, et de banalisation de l'histoire de cette violence, qui en même temps a été une banalisation qui tenait au champ mémoriel. Parce qu'en France, on en a fait assez largement une affaire franco-allemande. Déjà, le centenaire des guerres balkaniques a été complètement oublié. Tout commence en 1914. Et là, on sent que la commémoration commence à patiner parce que ça devient compliqué pour 1915. 14, c'était simple, on avait du franc. Alors là, maintenant, il y a d'autres pays, ça devient trop compliqué, on va laisser tomber un petit peu. Donc là, j'ai le sentiment qu'on a un exemple de la façon dont, dans les enjeux mémoriaux, l'utilisation de la musique dans la mémoire gomme des aspects de la violence. Tu m'invites à parler. D'accord. Moi, j'ai préparé un petit texte, bref, 5 minutes, sur le sujet plutôt musique et torture. Okay. Est-ce que c'est le bon moment? Et peut-être c'est la deuxième partie plutôt. D'accord. Ouais. Donc, à tout à l'heure. Ok. Panajota, tu veux dire quelque chose? Il faut allumer le micro. Moi, je vais parler... C'est bon? Ouais. Moi, je vais parler très brièvement sur les enjeux mémorieux, parce que je pense qu'il y a un autre côté qui mérite d'être mentionné, et c'est finalement
voir comment la musique et les sons, qui n'ont pas un sens en particulier, ils vont acquérir un sens à travers le conflit armé et à travers le traumatisme que le conflit armé vont provoquer à une société. Mon cas, bien sûr, c'est le cas grec et la guerre civile grecque, et comment finalement, parmi les conséquences de cette guerre, c'était de se pencher à la musique pour trouver des choses qui ont pensé être un peu perdues. Donc c'était l'âme finalement du peuple qu'on cherchait dans cette musique, donc dans la mémoire. Ce que je voulais dire, c'est que finalement on réinvestit des sens les musiques en raison de ce que les conflits ont provoqué. Tout à fait. Et je pensais sur l'enjeu donc de ces souvenirs, mais aussi d'oublier sur l'utilisation de la musique à des fins de torture. Et il me semble que dans l'article de Susan Cusick, aussi bien comme dans l'article de Maura Grant, il y a cette question des détenus qui vont justement se souvenir et à vie. Bon, j'imagine bien que toutes les victimes vont se souvenir de ce qu'ils ont subi. Mais peut-être que là, avec la musique, avec ces chansons-là, avec les genres musicaux mobilisés, il y a une autre mémoire, une autre façon de déployer cette mémoire de la violence subie. Je pose l'hypothèse que quand on associe de musique à une mémoire traumatique, ça donnerait presque une sorte de plus-value d'identification à cette musique. La musique de cette période, je pense par exemple à un phénomène d'identification comme le tango finlandais. Le tango finlandais est devenu quelque chose de fortement identifiable et identifié au moment de la guerre d'hiver de 1939 à 1940 entre l'Union soviétique stalinienne et la Finlande. C'est là que des chanteurs comme Olavi Virta sont devenus des grands héros populaires. Et donc, il y a une plus forte identification quand il y a cette association de l'expérience traumatique, de la guerre, de la souffrance, et d'un certain genre musical qui est identifié à ce moment. Ou bien, à contrario, à l'avant-guerre. Le souvenir, là je pense au texte de Stefan Zweig sur Vienne en 1900, c'était bien, c'était la belle époque. On écoutait des musiques militaires d'ailleurs, c'est amusant de penser qu'au bon temps d'avant 14, on écoutait des musiques militaires qui sont devenues des musiques d'identification, mais à ce moment-là, c'était impérial, peu importait. Il a fallu des expériences comme la guerre pour qu'il y ait cette focalisation d'identification exclusive sur des musiques associées à une expérience traumatique et associées à une construction d'identification forte culturelle sur de la musique. Juste pour ajouter quelque chose, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Didier, c'est aussi finalement pourquoi on a choisi telle musique et pas d'autres qui étaient en même temps jouées. Donc il y a quelque chose qui existe dans la musique aussi et qui amène ces conditions de production, son contexte de création, qui va servir après pour créer des identifications. Alors, bon, là Panagiota, elle mettant la perche, donc finalement peut-être qu'on ne va pas attendre 6h30 pour parler sur la torture, exactement. Et parce que justement, j'avais cette question-là, donc pour l'aborder et à propos des textes qui portent sur l'utilisation de la musique dans la torture, c'est comment on va justement choisir certaines musiques. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement ce qu'on a à la main, ce n'est pas toute la musique que les soldats amènent dans ces centres de détention qu'on va utiliser. Et Susan Cusick, elle décrit ça. Donc il y aura certaines musiques qu'on va utiliser dans certains contextes. Et alors, je me disais que finalement,
le fait que ce soit les tortionnaires qui vont choisir la musique, et la choisir, c'est aussi en fonction de leur goût. Si ces disques-là étaient à ce moment-là et à cet endroit-là, c'est qu'eux, ils les ont ramenés. Mais aussi, donc, cette stratégie, ils vont déployer donc, une stratégie pour et justement torturer, et déconstruire donc, les êtres humains qui sont en face. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelque chose ? Alors effectivement, le type de musique a été choisi n'a pas été imposé par l'armée américaine, elle a été choisie en fonction des CD qui étaient présents. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs types de musique qui ont été pris. On peut tous arriver à comprendre que quand on passe 24-36 heures, des semaines entières avec un casque dans les oreilles, enfermé dans une cellule de 4 mètres carrés, enchaîné, sans pouvoir enlever ce casque, puisque les mains sont prises nues ou avec des couches culottes. Et quand on entend du heavy metal ou des musiques extrêmement fortes, n'importe qui deviendrait fou. Je pense que c'est très clair. Mais ce qui est beaucoup plus vicieux, quelque part, dans l'utilisation de la musique dans ces centres de détention et de la part de certains tortionnaires, c'est qu'ils ont utilisé non pas seulement ces musiques qui sont très fortes, qui sont obsédantes, mais ils ont utilisé des comptines pour enfants, des chansons d'amour. Ils ont utilisé des ballades, particulièrement chez les Européens ou des gens qui avaient la connaissance de cette musique-là, parce que quand certains détenus le disent, quand j'entendais ces sons-là, je commençais à chanter avec. Donc, quelque part, cette musique, elle est utilisée pour montrer la futilité de résister aux interrogatoires. Pourquoi ? Puisqu'on se rappelle son enfance, on se rappelle des souvenirs de sa famille. Et puis, non, on est effectivement enfermé dans un trou noir, on ne sait pas très bien où, puisque la plupart ne savaient pas où ils étaient. Donc, en fait, il y a plusieurs types de musique. Il y a cette musique lancinante type métal. Il y a cette musique assez douce, assez sympa, on peut dire. Et puis, il y a des musiques aussi de chansons connues comme celle des Bee Gees, Saturday Night Fever par exemple, qui a été utilisée. Mais pour certains détenus, ils disent, mais quelque part quand j'ai pris conscience que c'était des musiques comme ça sur lesquelles j'avais dansé, je me disais, mais comment, en sortant de là, je vais pouvoir témoigner? Comment une chanson comme celle-là peut être de la torture? Donc, quelque part, on ôte aux prisonniers la capacité même de se dire qu'à un moment donné, s'ils peuvent en sortir, ils pourront témoigner de la torture et de l'utilisation de la musique en termes de torture. Donc, ce n'est pas uniquement, je pense, le goût des tortionnaires. Mais il y a vraiment par derrière, et on le sait avec non seulement le rapport du Sénat, mais avec d'autres dossiers qui ont été publiés, on sait qu'il y a eu effectivement des psychologues et des psychiatres qui ont aidé à la construction de ces techniques. Ouais. Pardon. Peut-être pour préciser aussi l'effet sur la personne qui subit ces actes de torture et qui subit ces moments de musique forcée. J'ai envie de dire qu'ils agissent à 3 niveaux. Ils agissent à un niveau intrapsychique, intersubjectif et transsubjectif. Alors ça, c'est 3 niveaux qui ont été mis en évidence par des psychanalystes, Berenstein et Puget, pour expliquer comment en fait, les psychanalystes pouvaient prendre en compte dans leur pratique de la réalité extérieure, notamment quand on a affaire à des personnes qui ont vécu des actes de torture. Et je trouve que la musique va avoir cette capacité d'agir à ces 3 niveaux. Alors juste pour expliquer, l'intrapsychique, c'est la relation du moi avec ses objets internes, l'intersubjectif, la relation du moi avec un autre extérieur, et le transsubjectif, c'est le moi avec le contexte social partagé. Donc on voit bien comment la musique, elle peut agir au niveau transsubjectif, parce qu'elle est faite de normes culturelles, exactement ce que tu dis, dans les comptines enfantines. Il y a des normes culturelles, et quand on impose une musique
à un détenu 24 heures sur 24, on veut aussi imposer sa culture. Donc on agit à ce niveau transsubjectif. On attaque aussi, et là c'est encore plus pervers, ce que le sujet a choisi d'être en tant qu'être social. Et là, il y a un exemple justement dans le texte de Cusick, Suzanne Cusick, où elle parle de Mohammad Al-Khatani, qui est torturé par la musique. Et il explique qu'en fait, écouter la musique dans l'islam, c'est péché. Donc évidemment, les interrogateurs, comme les appelle Suzanne Cusick, s'engouffrent dans cette faille-là, et vont essayer de le bousculer à ce niveau-là, en tant qu'être social. C'est péché, donc voilà, tu vas écouter de la musique, jusqu'au moment où, une semaine plus tard, il va s'effondrer, se mettre à pleurer, demander pardon à Dieu parce que cette musique-là, il ne peut rien faire, il est obligé de l'écouter. Donc il est attaqué en tant qu'être social. Ça, c'est l'atteinte au niveau transsubjectif. Au niveau intersubjectif, c'est aussi, pour le tortionnaire, l'enjeu d'avoir une emprise totale sur le détenu. C'est d'essayer d'accroître son pouvoir. Et au niveau, évidemment, des effets interpsychiques, c'est une atteinte à l'intimité. C'est-à-dire que dans la torture, on sait très bien qu'après une séance de torture, les personnes vont essayer de penser un petit peu leurs blessures, penser de se comporter un peu comme une sorte de mère nourricière vis-à-vis d'eux-mêmes et d'essayer de se reconstituer comme une entité, voilà, comme quelque chose d'entier, pour pouvoir se préparer à la prochaine séance de torture. En fait, plus exactement, il y a deux choses. Il y a les personnes qui sont dans une attente effroyable, hyper angoissée de la prochaine séance de torture et qui sont plus dans cette capacité d'essayer de se reconstituer, de recréer leur espace intime. Et puis, il y a les autres qui vont quand même pouvoir avoir cette capacité-là. Mais c'est une atteinte au niveau intrapsychique. Donc, quand on impose à quelqu'un une musique en continu, à un volume insupportable, on l'empêche de se reconstruire entre deux séances d'interrogation. Enfin, je veux dire. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce que Suzanne Cusick appelle l'auto-trahison. Que la personne soit dans un moment où elle craque, et voilà, il y a tout son comme elle ne peut plus penser, elle ne peut plus se reconstruire, elle n'a plus de moment de répit, elle va s'auto-trahir. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ce qui est recherché dans ça, c'est plutôt une désubjectivation. C'est arracher le sujet à ce qu'il est profondément en tant qu'être psychique, en tant qu'être social. C'est lui faire renoncer à lui-même. Et là, il y a un exemple de Winston Smith, c'est le héros de George Orwell, 1984. En fait, Winston Smith, il renonce à lui-même, non pas quand il renonce à la logique mathématique 2 plus 2 font 4, parce qu'il arrive à un moment où il dit 2 plus 2 font 5. Et il finit par être convaincu que 2 plus 2 font 5. C'est pas là où on atteint une désubjectivation. Là où on atteint une désubjectivation, c'est au moment où il est confronté à ses pires phobies, les rats en l'occurrence, et où il craque et il dit ne me le faites pas à moi, faites-le à ma femme. Et là, il renonce à ce qui le tient profondément en tant que sujet. Et c'est ça que cherchent à produire les tortionnaires. Et je pense que au-delà de la méthode, cette désubjectivation, elle est vraiment visée quand on soumet un individu à une musique voilà, de manière abusive.
Je voudrais juste rajouter quelque chose au niveau de la norme, ce qui m'a fait effectivement réagir. Effectivement, la musique touche à une identité culturelle, à une norme. Et ce que disent certains détenus, dont Rouhal Ahmed, il a dit qu'il pouvait supporter d'être battu. Quelque part, à partir du moment où on accepte d'avoir une douleur physique, ça devient la norme. C'est normal. Voilà. On est pris, enchaîné dans sa cellule, on va être tabassé, on va être soumis à de multiples techniques de torture. Ça devient la norme. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on peut se préparer mentalement à ça. On peut se préparer même, voire psychologiquement à ça, alors que lorsqu'on est torturé psychologiquement et quand on est torturé à travers la musique, on ne peut pas s'y préparer. Il dit, avant d'utiliser la musique, on peut tenter de se focaliser sur quelque chose, mais avec la musique, vous perdez cette possibilité en raison du bruit intense. Vous n'écoutez plus les paroles. La seule chose que vous entendez, ce sont des claquements sourds et intenses comme des détonations. C'est-à-dire que ça devient obsessionnel. On est là et on est focalisé là-dessus. Ça ne peut pas appartenir à la norme. Bon, sans doute avec Catherine Perret, on reviendra à vos questions. Donc moi, je vais intervenir en tant que musicologue, justement par rapport à la question quelle musique? Qu'est-ce que la musique? Tout simplement. Je vais faire le lien avec mon propre travail, qui depuis un certain temps montre que la musique est devenue du son. Et puis plus généralement, l'inscription, l'idée qu'on a besoin de faire appel à quelque chose qu'on appelle l'écologie du son. L'usage de la musique et du son dans le cadre d'interrogatoires musclés, de torture donc, s'est fait connaître du grand public ces dernières années avec les pratiques américaines dont on parle en Irak, à Guantanamo, etc., ainsi qu'avec la reconnaissance par le Sénat américain de ces pratiques en décembre dernier. Quelques musicologues avaient déjà commencé à travailler, et donc il y a bien sûr les travaux pionniers de Susan Cusick que traduit la revue Transposition, l'article de 2008. Il y a également quelques autres travaux qui commencent à apparaître. J'ai pris connaissance de travaux sur la dictature chilienne, sur la junte des colonels grecs, sur le nazisme aussi, puisqu'il y a beaucoup de liens, et sans doute bien d'autres travaux. Dans ma brève intervention, je voudrais seulement souligner combien il est important que les musiciens et les musicologues se soient emparés de ce sujet, et qu'il ne l'ait pas laissé aux associations humanitaires, aux spécialistes de la question de la torture, aux études culturelles, aux philosophes, etc. Que les musicologues aussi s'impliquent un peu dans ce genre de débat. En général, ils sont un peu frileux dans ce genre de questions. Pour ce faire, j'aimerais citer le texte que Susan Cusick a rédigé pour accompagner la traduction française de son article de 2008. Ce texte, publié en anglais, et que je traduis donc, se conclut ainsi. Donc c'est vraiment la toute fin que je vous cite. Exposer le phénomène de la torture acoustique a soulevé de nouvelles questions à propos des interrelations entre musique, sons non musicaux et écologie centrée sur l'homme, dans la mesure où celles-ci sont co-constitutives de subjectivité, de culture et de relations de pouvoir. Les sources militaires ainsi que les prisonniers relâchés attribuent les plus profonds effets du programme musical. Donc le programme musical, c'est la musique forte, hein, vous l'avez compris. Donc les sources militaires, mais aussi les prisonniers relâchés, attribuent les plus grands effets de ce programme aux propriétés acoustiques du son, plus qu'aux significations esthétiques ou culturelles associées au style musical. Les récits des prisonniers relâchés compliquent mon propos de 2008, son article de 2008, à propos de la violence culturelle et psychologique que le programme musical provoquait, et nous mettent au défi, c'est-à-dire nous qui étudions la musique, elle s'exprime en tant que musicologue, et nous mettent au défi de rethéoriser notre objet d'étude, la musique, pour y inclure une approche de la musique en tant qu'énergie acoustique capable de provoquer des beatings. Et donc le mot anglais beatings mérite de s'arrêter puisqu'il a au moins 2 ou 3 significations. La première, c'est raclée et punition, au sens littéral. C'est aussi battement de cœur, provoqué par cette raclée ou la peur de cette raclée. Mais c'est aussi un mot d'acoustique qu'en français on traduirait par battement, c'est-à-dire le son très léger, très fin, presque comme une caresse, une onde sinusale très faible, qui est provoquée lorsque vous avez 2 sons à hauteur très voisine. Voilà.
Donc elle nous dit que les récits des prisonniers compliquent son premier article et la mettent en demeure de rethéoriser en tant que musicologue son objet d'étude, en tant de la musique, donc redéfinir la musique en tant qu'énergie acoustique capable de provoquer des beatings ou, ajoute-t-elle justement, des caresses sonores qui vont de pair, bien sûr, avec des significations culturelles, spirituelles ou émotionnelles. Une telle volonté de rethéoriser la musique est nécessaire, je pense, dit-elle, pour répondre pleinement à une double question à laquelle mon article de 2008 n'a pas répondu. Premièrement, comment la transformation en arme du son et de la musique a affecté les pratiques musicales acoustiques, a priori civiles, que nous croyons connaître. Et puis, double question, donc deuxièmement, comment les pratiques musicales et acoustiques, a priori civiles, ont-elles affecté les transformations en armes de la musique et du son? Fin de citation. Je voudrais dire qu'en tant que musicologue, je partage totalement les idées défendues ici par Susan Cusick, qu'il faudrait prolonger. Je pense qu'on aurait tort de penser que le programme musical en question, surnommé aussi musique forte, est seulement la mise en œuvre d'une utilisation abusive de la musique, comme les musiciens a priori le penseraient, et donc dont les musiciens et les musicologues ne seraient responsables en aucune manière. En effet, on peut effectivement torturer soit avec de la musique metal, comme l'ont fait les jazz américains, soit avec la 9e de Beethoven, premier exemple qui vient à l'esprit de tout le monde en pensant à Orange Mécanique, ou avec toute autre musique, des comptines, etc., du Schubert, si on pense aux livres célèbres, etc. Ce n'est pas une question de style musical. De même, la propriété qui permet à la musique de se prêter à cette utilisation, comme torture, n'est pas la propriété qui en a fait pendant des siècles le modèle de l'intériorité, c'est-à-dire cette capacité mimétique qui permet à la musique, par la mise de relation des sons entre eux, de simuler le monde réel en en supprimant la violence, pour apporter la consolation, l'apaisement, comme dit par exemple Anna Adorno. La propriété qui permet à la musique de torturer, c'est non pas son retrait du monde, au profit d'un monde intérieur, idéal, etc., mais justement sa participation au monde en tant que vibration, énergie acoustique, en tant que son, pour le dire tout simplement. C'est justement cette dernière propriété que nous avons aujourd'hui besoin de théoriser, car elle est au cœur du monde actuel, de ce monde où, justement, par un geste très simple, monter le volume sonore, vous pouvez torturer. Dans la culture traditionnelle, la musique, justement, n'est pas pensée comme son. Le son est presque un effet secondaire, c'est quelque chose qui arrive après. Les musiciens aiment bien parler en termes d'écoute intérieure. La meilleure écoute, nous disent-ils, c'est quand je lis une partition et qu'il n'y a pas de son. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre culture où la musique est devenue son. Où donc, depuis l'enregistrement et la possibilité de diffuser toute musique par haut-parleur, bien sûr, la technologie joue là un rôle majeur, la musique est devenue vibration sonore, énergie acoustique. Et où donc les musiciens et les musicologues doivent prendre en charge cet élément, non seulement pour ne plus le considérer comme accessoire, mais pour l'appréhender comme central. La musique elle-même, et donc la musique elle-même et non pas son incarnation sonore ou sa diffusion, comme on continue à dire, même les gens de l'électroacoustique qui travaillent avec le son disent « je diffuse de la musique ». Ce n'est pas sa diffusion qui devient son, c'est la musique elle-même qui est son. Si l'on accepte cette idée, alors les caractéristiques premières de la musique ne sont pas, par exemple, la hauteur et le rythme, mais précisément l'intensité et le volume sonore. Et plus généralement, la relation du son à son environnement, au lieu spécifique où on se trouve. La musique n'est pas la partition ou le CD, abstraitement. De nombreux musiciens, justement, et c'est là où on pourrait répondre à la question de Susan Cusick, ont pris en charge, travaillent dans ces directions et prennent modèle non plus sur l'harmonie qui régit les relations entre les auteurs au profit d'un monde idéal, mais sur l'écologie du son. Il s'agit de musiciens qui savent que le son peut faire mal. L'amplification du son, la manière avec laquelle le son remplit un espace et arrive à notre oreille, devient justement le souci majeur de ces musiciens. L'acoustique et l'esthétique fusionnent. L'esthétique est alors à penser comme la capacité à sentir le son se déployer dans l'espace où vous êtes.
Ce n'est pas simplement une question de culture au sens dont on parlait. L'écologie du son serait donc un horizon théorique, l'horizon théorique dont pourrait parler éventuellement Suzanne Kozik, horizon théorique du musicien ou du musicologue qui pense que torturer avec de la musique le concerne. Et plus généralement, que l'utilisation d'un haut-parleur n'est pas quelque chose que subit la musique, mais que ça en fait partie d'une manière indissociable. À l'inverse également, l'écologie du son, comme pratique et étude des relations entre son, environnement et auditeur, au sein d'un cadre esthétique, c'est-à-dire sensible, constitue tout autant un horizon qui permettrait à la musique d'avoir un rôle déterminant à jouer dans notre vie et de ne pas être simplement un produit culturel. Ces deux horizons d'ailleurs coïncident, c'est bien de simples produits culturels qui servent à torturer. Merci Makis pour cette mise en perspective. Et effectivement, il y a donc tout cette bon ça ouvre sur d'autres questions. Et j'ai pensé tout de suite que pour moi, dans cette écologie sonore, il rentre aussi évidemment les rôles des musiciens, les prises de position et l'imaginaire social que ces musiciens vont mobiliser. C'est-à-dire, par exemple, les chanteurs de Metallica, James Hetfield, et il déclarait à la radio, donc quand il a su que sa musique elle était utilisée pour torturer, qu'aussi qu'elle relève bien. Donc comment au début aux États-Unis c'était pas l'indignation, c'était surtout la plaisanterie, c'était la moquerie. Ah mais tiens, on utilise Britney Spears pour torturer. Ah mais oui, il n'y a pas que nous qui sommes torturés par ça, il y a aussi les Irakiens. Bon. Et donc, les chanteurs de Metallica, il dit, voilà, je suis fier que ma musique soit culturellement offensante pour les Irakiens. Il affirme, il dit, si les Irakiens ne savent pas ce qu'est la liberté, je suis heureux que mes chansons leur en donnent un avant-goût. Alors, ici, il y a, évidemment, c'est outrageant, donc quand on pense surtout et la liberté que les Irakiens ont obtenue avec l'invasion par l'armée des États-Unis. Mais aux États-Unis, la plupart des gens, ils sont convaincus que la torture, dans certains cas, peut être justifiée, et pas seulement ça, sinon que est un moyen comme un autre à utiliser donc pour obtenir des renseignements. Et après, il y a donc toute cette justification comme quoi s'il y a une bombe qui va exploser dans une heure, il faut faire tout pour savoir où est-ce qu'elle est placée, cette bombe, parce qu'on va sauver des vies. Bon, toute cette fiction qui était déjà largement commentée, démontée. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les rôles donc, de ces musiciens qui sont ceux qui vont produire donc, cette musique, ces sons, et il est vraiment fondamental pour légitimer donc, ces pratiques-là. Et Britney Spears, justement, et quand elle a su donc, que sa musique elle était utilisée, elle a dit « Ah, mais bon, moi, je ne sais pas. » Bon, là, je ne la cite pas, mais c'est quelque chose comme ça. Mais bon, moi, je pense qu'il faut faire confiance à George Bush. Et il sait ce qu'il fait, nos forces armées aussi. Et je suis sûr que tout va bien se finir. Voilà. Et c'est-à-dire, il y a aussi donc, la musique est son, mais la musique est un son produit par quelqu'un. Toujours. La musique est quelque chose qu'on fait, est un fait. C'est pour ça, nous on dit musique, mais on se forçait dans les numéros de toujours parler des œuvres et des pratiques musicales. Donc, de ces transferts
ces pratiques musicales, elles sont possibles, comme vous l'avez dit, que par l'utilisation de la technologie, et comme Susan Kousik l'a dit aussi, que parce que dans ces centres de détention, dans ces prisons, on utilise le pétrole qu'on va pomper en Irak pour le transformer en énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie acoustique avec laquelle on va défoncer les tympans et les têtes de ces détenus. Et voilà. Donc finalement, cette écologie sonore, elle nous permet de penser justement l'ensemble du dispositif, donc qui n'est pas que la partition, qui n'est pas que le CD, qui n'est pas que l'iPod, et qui n'est pas que les gardes qui met en place, voilà, ce qu'il s'appelle la discothèque. Donc c'est mais tout un système finalement qui va être une machine et une machine de guerre pour légitimer, pour asseoir donc des représentations, des croyances, et donc pour continuer, pour faire ça. Je ne sais pas si Catherine Perret, si vous voulez nous oui, peut-être pour enchaîner d'abord sur ce que vous venez de dire, qui me paraît important en fait. Je crois qu'effectivement, ce que vous posez bien, c'est le fait qu'on n'a pas à s'étonner que la musique puisse servir de moyen de torture, en ce sens que on a quand même toujours un espèce d'idéalisme fondamental qui voudrait que, au fond, l'art, voire la culture, ne puisse fonctionner comme arme. Et je pense que pour aborder de front ces questions, effectivement, il faut abandonner ou faire le deuil d'un présupposé très fort qui est effectivement que la culture nous sauverait ou l'art nous sauverait. Et c'est pas si facile que ça en réalité, d'abandonner cette croyance-là. Donc je pense qu'effectivement ce numéro en ce sens part d'une hypothèse désidéalisante concernant l'art qui me paraît la bonne hypothèse. Par ailleurs, moi je serais bien revenue sur l'utilisation de la musique comme outil de torture, en élargissant un petit peu, en disant qu'au fond, on est en train d'inventer, enfin à partir de ce qui s'appelait le manuel Kubark, qui est ce manuel qui a été écrit en 1963, qui a été, au fond, qui a mis au point les premières méthodes de ce qu'on a aussi appelé la soft torture, c'est-à-dire cette torture sans violence apparente, puisqu'au fond, tout le but à partir du moment où la Convention de Genève a été sinon signée, puisqu'elle n'a pas été véritablement signée, mais du moins il y a eu une espèce d'agrément ou de consensus général sur la Convention de Genève et la définition de la torture. C'est du coup, il a fallu inventer des tortures sans violence apparente, de telle sorte qu'on pouvait sortir les torturés de leur geôle et qu'on ne voit rien. Et c'était un problème évidemment très, si je puis dire, très intéressant pour un certain nombre de gens. Et à ce moment-là, on a inventé des tortures, disons, ce que j'appellerais la torture sans tortionnaire ou la torture sans bourreau. C'est-à-dire vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une cellule entièrement capitonnée, et il suffit d'une certaine façon, alors là je ne vais pas parler du son, je vais parler du silence, mais on peut faire la même chose avec l'hyperson, on va dire. Il suffit finalement de le couper de la possibilité de percevoir ce qu'il perçoit, c'est-à-dire d'avoir accès à ses propres perceptions pour, en très peu de jours, il faut une semaine, pour rendre quelqu'un complètement fou. C'est-à-dire, il suffit de cliver un sujet de la possibilité de percevoir ce qu'il perçoit pour le rendre entièrement fou. Et alors, à ce moment-là, le geôlier arrive, ou le bourreau en réalité, ou le représentant du bourreau, arrive plutôt comme un psychologue sympathique. C'est-à-dire, tout va bien, je vous apporte un repas délicieux, etc. Et il y a cette espèce de chose tout à fait extraordinaire, moi qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que dans l'univers de la consommation hypercapitaliste, on a des phénomènes de ce genre, c'est-à-dire, au fond, cette manière
mettre la main sur la sensibilité d'autrui. Je pense que c'est vraiment ça. Et sur l'idée que sentir, c'est un acte. C'est-à-dire, on coupe les gens de la possibilité d'une sensation active. C'est-à-dire d'une sensation subjectivée. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez sur la désubjectivation, la question de la désubjectivation. Alors je crois que là, on a vraiment affaire à des mécanismes extrêmement pervers et qui aboutissent à ceci, que le torturé sans bourreau, parce que la torture sans tortionnaire, ça veut dire qu'on a un torturé sans bourreau, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il n'est même plus capable, il ne peut plus identifier en réalité ce qui lui fait violence, qui simplement sent qu'il ne sent plus, finit par se sentir coupable de ce qu'il éprouve ou de ce qu'il n'éprouve pas. C'est-à-dire qu'on fabrique, et c'est en ce sens quand même que le terme d'auto-trahison est assez intéressant chez Kuzik, c'est-à-dire que ce qui torture le plus les individus, c'est qu'ils finissent par croire que c'est eux-mêmes qui s'infligent les souffrances qu'ils éprouvent. Et c'est ça l'essence de la souffrance, de la torture psychologique. C'est-à-dire, c'est d'arriver à faire croire à quelqu'un qu'il s'inflige à lui-même ce qu'il éprouve comme douleur, et de s'interroger alors infiniment, par sa conscience, et c'est là aussi la très, très grande subtilité de la chose, si je puis dire, sur le fait qu'il est éventuellement coupable de ce qu'il éprouve, et responsable, et que c'est à lui-même qu'il s'inflige peut-être, qu'il est peut-être paranoïaque. Et là, je crois qu'on a un système extrêmement, très très puissant, parce qu'il, disons, lui font écho, je pense aussi, ou lui fait écho à un certain environnement de l'hyperconsommation contemporaine, c'est-à-dire, je pense que ce système de la torture, s'il nous interroge, c'est aussi parce qu'il n'y a pas simplement la musique qui torture dans les camps de concentration, mais il y a aussi la musique omniprésente dans les supermarchés. Il y a aussi cette espèce de viol de la sensibilité qui est aussi un viol culturel. Et je crois qu'en ce sens, c'est un sujet qui est assez considérable, en fait. Voilà. Juste pour continuer le propos de Catherine, on a aussi les documents sur la privation sensorielle. Donc je vous recommande la lecture des prisonniers de la RAF début des années 70. On peut trouver facilement sur Internet les textes d'Ulrike Meinhof disant ce qu'elle éprouvait du fait de l'absence totale de son. Et donc pour nous musiciens, ce texte est très facile à mettre en relation avec un texte bien connu de John Cage, parlant du silence, au début des années 50, entrant pour la première fois dans une chambre anéchoïque. Donc chambre anéchoïque, ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun son qui est produit. Et donc, commençant quand même à entendre un son, et se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ce son? Et s'apercevant que c'est son sang. Voilà, c'est son sang qu'il entend. Voilà. Et donc on peut continuer aussi à mettre en relation avec ce qu'on appelle les acouphènes. Donc beaucoup de musiciens souffrent. Ce sont parmi les premiers à souffrir d'acouphènes. Donc voilà, là je crois qu'on a un sujet intéressant, parce que la souffrance, pas la torture, mais la souffrance est bien connue chez les musiciens, sauf qu'on n'en parle pas souvent. Voilà. Oui, peut-être rebondir sur ce que disait Catherine par rapport à quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est un phénomène de banalisation de la torture, et même, j'ai envie de dire, d'invisibilisation, même si grâce au texte de Kuzik, aux États-Unis, elle a enclenché quelque chose, une vraie réflexion sur ces questions-là. Il y a eu d'autres publications, un ouvrage, plusieurs ouvrages qui sont sortis là-dessus, et voilà, c'est mis en réflexion, en tout cas. Et c'est pour ça que ce texte est extrêmement important. Mais malgré ça, le fait qu'on parle de la musique de plus en plus comme instrument de torture, on est quand même dans un phénomène, en ce moment, avec toutes ces luttes contre le terrorisme, d'invisibilisation de la torture, parce que les formes, elles ne sont pas transformées depuis les années 50. Voilà, il y a eu toutes ces recherches sur la torture qui ne touche pas le corps. Alors, évidemment, dans la musique, je pense que tous les sens se sont attaqués et que finalement, le corps, il est quand même exposé, il est le vecteur de la maltraitance, donc il est quand même là. Mais on parle de ces techniques qui ne laissent pas de traces, de no-touch torture, comme si on arrivait à une certaine humanisation de la torture.
Et certains parlent aussi de torture propre, de guerre propre. Et il va y avoir tout ce débat. Est-ce que vraiment, quand on impose de la musique à quelqu'un, on est dans un traitement inhumain, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui serait de l'ordre de la torture? Et on voit comment ça peut être difficile pour les personnes qui ont subi ça, de pouvoir justifier du fait que voilà, c'était bien de la torture qu'ils ont subi. Et je voulais aussi dire quelque chose par rapport à la question de l'engrenage. L'engrenage, il y a dans le fait d'utiliser ces tortures-là un effet également sur les personnes, les tortionnaires, les questionneurs, qui vont, les interrogateurs, comme appelle Cusick, qui vont les pousser à aller beaucoup plus loin que simplement imposer de la musique à quelqu'un. Et elle s'appuie sur plusieurs témoignages, et notamment le témoignage de Tony Lagouranis. Il y a un extrait qui est issu du texte de Cusick que j'aimerais vous lire parce qu'il me paraît important, et il montre très bien comment celui qui enclenche la musique est aussi très affecté par ça. J'avais laissé Khalid dans le conteneur et j'étais sortie. Il faisait froid et j'étais seule avec ce prisonnier à l'intérieur qui refusait de reconnaître que j'avais un pouvoir absolu sur lui. Il n'y avait que lui et moi, personne d'autre. Personne ne pouvait nous voir. Donc il rentre à nouveau dans le conteneur. Khalid était toujours là, où je l'avais laissé, calme et serein. Quand je l'ai vu, mon sang n'a fait qu'un tour. Ma colère était décuplée par les lumières clignotantes et le son insupportable. Une pensée m'a traversé l'esprit. Tranche-lui ces putains de doigts. Et vous voyez comment, en fait, la personne qui enclenche la musique va être aussi pris par ce phénomène d'engrenage et de violence. Et ça va aussi le pousser à bout et l'amener à aller beaucoup plus loin que simplement appuyer sur un bouton et enclencher de la musique. Oui. Et finalement, donc j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que dans la formation des tortionnaires, donc parce qu'ils sont formés, ils subissent, et je ne sais pas si ce n'est pas toutes les techniques qu'ils vont appliquer, ou la plupart, et ils savent très bien qu'est-ce que ça va faire. Ils savent très bien comment ça fonctionne, jusqu'où ils vont aller. Ils savent très bien aussi, et ça c'est une autre chose et intéressante, ils savent très bien que sous la torture, on peut dire n'importe quoi. On peut tout dire. Mais même s'ils le savent, ils vont le faire. Ils vont appliquer donc, ces techniques-là. Et donc, finalement, avec la musique, donc, ils vont la choisir, ils vont l'utiliser, mais ils vont la subir aussi. Parce que dans les témoignages, ils disent comment ils ne peuvent pas eux-mêmes supporter plusieurs heures. Ils disent non, je vais craquer, et donc ils vont se tourner et ils doivent subir ça. Ils doivent crier donc de plus en plus fort. Ils sont mal à la gorge, ils sont des acouphènes, et malgré tout, ils continuent donc dans cet engrenage. Et finalement, c'est ça. C'est que peut-être les faits aller plus loin. Donc, ma question est sur la formation. Voilà, et si vous pouvez nous dire quelque chose sur l'enseignement de ces techniques. Par rapport à la musique, pas que. Moi, j'ai deux éléments que je peux apporter en ce qui concerne les États-Unis. D'une part, effectivement, vous avez cité le Kubark.
Il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits et qui ont permis d'aboutir à des programmes, et dont le programme CER, qui a été utilisé au départ pour entraîner les GIs qui allaient combattre en Corée et au Vietnam, pour les faire résister à ce qu'ils pourraient subir éventuellement s'ils étaient arrêtés. Donc ils étaient soumis à toutes les tortures potentielles, et on leur apprenait comme ça petit à petit à comment on va résister à ces tortures. Et donc effectivement la musique a été utilisée. Ce programme CER ensuite a servi, a été détourné de sa fonction primaire qui était d'entraîner les GIs, et a servi à torturer les détenus entre autres de Guantanamo et de Bagram. Et je voudrais juste rebondir sur 2-3 petits points. Ce qui m'a paru très très important, c'est la notion du son, et de ces absences de son qui sont aussi des tortures. On a parlé de Mohamed Al-Qahtani. Il y a un autre détenu qui s'appelle Amer Harar qui a été libéré et qui lui parle d'une torture qui n'est pas de la musique, mais qui est effectivement l'absence de son. Il a été détenu dans une prison secrète, il ne sait pas où, dans une cellule qu'il décrit comme étant probablement comme une tombe, puisqu'il n'y avait aucune lumière, il faisait humide, il ne pouvait même pas s'allonger, il y restait des semaines, et il dit « Le silence était tellement assourdissant que je n'entendais même pas battre mon cœur, ni ma respiration ». Et pour lui, c'est quelque chose qui est quelque part probablement encore plus violent quand il le décrit, quand on lit son témoignage, que certains détenus qui ont été soumis à, comme je disais tout à l'heure, à du métal. Et puis je voudrais rajouter quelque chose sur les musiciens, parce qu'il y a quelque chose qui m'a paru, moi, très cynique. L'année dernière, il y a un groupe de heavy metal de Canada qui a porté plainte aux États-Unis, qui exige $666 000 au gouvernement des États-Unis au titre de dommages et intérêts. Le chanteur a déclaré à l'antenne de CTV News « Nous leur avons envoyé une facture pour nos droits musicaux car nous considérons qu'ils sont allés trop loin en utilisant notre musique comme une arme sans notre accord. Non seulement je refuse qu'ils utilisent notre musique pour torturer quelqu'un, mais en plus ils le font sans aucune autorisation. » Je ne ferai pas de commentaires. Il y en a qui l'ont dénoncé. Peut-être que j'ai envie de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure du double aspect disons de l'emploi de la torture. D'une part, son caractère systématique. Je crois que ce qui est très bon dans l'article de Kuzik, c'est qu'elle ne cesse de montrer que la torture est un système. Et que donc, c'est une politique, en réalité. C'est pas simplement une méthode, on va dire, visant telle ou telle finalité, mais c'est véritablement un système. Et d'autre part, vous avez aussi dit que en réalité, tout ça est gouverné par une irrationalité profonde, puisque d'une certaine façon, les bourreaux savent qu'en réalité, ils sont aussi torturés en tant que bourreaux, et ne serait-ce que le fait d'entendre eux-mêmes des musiques extrêmement violentes toute la journée, de devoir hurler pour pouvoir s'entendre, c'est pour les bourreaux eux-mêmes une torture. Donc il y a une irrationalité puisqu'on perd le contrôle du bourreau. Et c'est très grave pour le système de la torture. Et c'est très difficile de contrôler les bourreaux. Et d'autre part, il y a le fait que tout le monde sait parfaitement qu'on dit n'importe quoi sous la torture, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que la CIA, enfin, je veux dire que le Congrès américain a découvert récemment. C'est-à-dire qu'on le sait depuis. C'est même la raison pour laquelle la torture a été abolie, puisque la torture a été finalement maintenue tant qu'elle avait un sens théologique d'aveu. Mais dès qu'au fond les théocraties se sont effondrées au XVIIIe siècle, en réalité, ou les régimes théocratiques, en réalité, on savait parfaitement que la torture ne servait à rien. C'est pour ça qu'on l'a abolie, et on l'a abolie au XVIIIe siècle, même avant la Révolution française. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et en fait, je crois que cette espèce de dispositif, systématicité d'un côté, irrationalité de l'autre, montre bien que la finalité de la torture est ailleurs que la maltraitance
j'allais dire, des individus, et ça pousse à s'interroger sur la véritable finalité de la torture en réalité. Et je crois que lorsqu'on réfléchit sur la torture par la musique, qui est une des 5 tortures reconnues comme telles, et donc ce qu'on pourrait appeler la torture esthétique, ce qui est de caractéristique dans cette torture par la musique et par le son, comme tu dis très bien, je crois que c'est vraiment ça, c'est que c'est une torture qui vise l'individu, enfin ça vise un individu, c'est-à-dire que le but est véritablement l'isolement. C'est-à-dire que vous confrontez une personne soit à l'impossibilité de sentir, soit à une hyperesthésie atroce. Et que je crois que dans cette méthode, enfin de la torture par la musique, on a peut-être l'indice de ce qu'est la véritable finalité de la torture, qui est effectivement l'isolement, un isolement, une atomisation telle que l'individu se sent totalement coupé, coupé des autres, pas seulement coupé du monde et pas seulement coupé de lui, mais coupé des autres. Et moi j'ai pas mal travaillé sur le texte de Jean Améry sur la torture. Et il dit qu'au fond, après la séance de torture, qui a été pour lui une espèce de moteur de toute son expérience en réalité, et de sa réflexion sur la torture, il dit au fond, finalement, la douleur physique, on l'oublie. C'est-à-dire, bon, j'ai été torturée, c'était atroce, bon, finalement, je me suis évanouie parce que, disons, le corps a ses limites. Et puis, je me suis réveillée, puis là, au fond, d'abord, j'étais très contente d'être réveillée, et puis ensuite, voilà, la douleur était passée. Et il dit, c'est alors que je m'aperçois que désormais, j'ai perdu absolument toute relation avec autrui. C'est-à-dire que je sais que pour moi, désormais, toute relation à autrui est finie. C'est-à-dire, je suis coupée de tout contact avec les autres, et à jamais. Et en fait, c'est ça. Il est seul, mais d'une manière, on va dire, avec tout ce que ce mot peut avoir d'absolument radical. Enfin, c'est la radicalité de la solitude. Et je crois que c'est véritablement... Enfin, si on cherche la raison... Enfin, une des raisons profondes de la torture, elle est politique en ce sens qu'elle est d'établir la solitude radicale de chaque individu qui n'est jamais confronté, alors, finalement, d'une certaine façon, qu'à lui-même. Enfin... Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui se produit dans la torture, c'est que l'être est complètement coupé de son humanité. D'ailleurs, c'est un des enjeux pour le tortionnaire de le considérer comme une chose, comme quelque chose qui ne fait pas partie de l'humanité, parce que sinon il ne pourrait pas agir. Il serait en train d'agir avec des lois dans lesquelles il ne pourrait pas se reconnaître. Donc considérer l'autre comme un déchet, ça lui permet aussi d'aller plus loin. Ce que vous dites par rapport à cette sorte de désancrage de l'être avec le monde, c'est exactement ce que j'ai travaillé pour essayer de voir si cette question-là, on pouvait finalement, si la personne pouvait se reconstruire après avoir vécu la torture. Alors je sais en tant que psychologue que le rapport à autrui peut revenir un peu comme avant, le rapport au monde est radicalement changé. Et je suis revenue retrouver des patients que j'avais suivis en tant que psychologue des années auparavant, et je leur ai demandé, mais maintenant, comment ça va? Je savais que les principales manifestations liées à la torture s'étaient considérablement améliorées. Ils arrivaient à dormir, ils arrivaient à avoir une vie normale. Et pour autant, tout ça, c'était au prix d'une fracture de l'être, une fracture profonde. Et ça ne se répare pas. C'est comme si, dans la relation entre l'individu et autrui, il y a l'idée, quelque part, de façon embryonnaire, que toute relation peut déraper. Il y a cet embryon dans la relation, il y a le pouvoir, il y a l'emprise qui peut être potentiellement là. Et cette conscience-là, aiguisée, fait que ça change radicalement le rapport au monde des personnes qui ont subi ce genre d'acte. Je savais que Catherine Perret citerait Jean Améry, alors j'ai amené le livre pour le citer à mon tour. Il y a donc un chapitre magnifique sur la torture, et Catherine a écrit un livre autour de ça.
Et il y a un passage où est mentionné le son. Donc Jean Améry est torturé sans son, sans musique, mais il y a un passage extraordinaire où il entend du son. Donc je vous cite ce passage. Il faut toutefois ajouter que si la réalité du tabassage par la police est tolérable dans un premier temps, c'est parce que l'effroi existentiel suscité par le tout premier coup se dissipe très vite et qu'un espace psychique demeure ouvert à un certain nombre de considérations pratiques. C'est même une surprise plutôt agréable qui s'installe d'abord parce que la douleur physique n'est pas du tout insupportable. Les coups qui pleuvent sur nous ont subjectivement une qualité surtout spatiale et acoustique. Spatiale, dans la mesure où le détenu frappé au visage ou à la tête a l'impression que la pièce se déplace par à-coups avec tous les objets qu'il y voit. Acoustique, parce qu'il croit entendre un bruit confus de tonnerre qui s'atténue progressivement pour devenir un grondement sourd et général. Le coup provoque lui-même sa propre anesthésie, etc. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur ça, sur ce qui était dit. Et, il me semble que Françoise Sironi, elle parle et aussi que dans la torture, c'est l'individu qui est visé, mais avec cet individu, c'est la société à laquelle il appartient. C'est tout un groupe social ou toute une classe sociale ou un groupe ethnique. Bon, il y a donc ces catégories qui ont été mises en place par les tortionnaires ou par le système torturant. Et donc qu'on va essayer d'anéantir donc l'ennemi. Et l'ennemi, donc, il va être défini d'une certaine façon. Et il y a une autre chose, donc, Morak Grant, elle parle aussi du chant forcé, du chant forcé comme une pratique beaucoup plus ancienne donc, que ce dont on parle de l'utilisation des haut-parleurs, mais qui est finalement aussi puissante et dans la déstructuration de l'individu par le fait que ces chansons donc, qu'ils seront obligés de chanter sont les chansons des tortionnaires. Ce sont des chansons avec des significations précises, avec des paroles, avec des rythmes, avec des structures musicales précises, des genres précis, qui vont avoir donc cet effet donc des dominations, donc ils vont avoir l'effet d'obliger à la victime d'accepter donc cette domination, cette supériorité du tortionnaire. Et dans ces chants, et aussi, si on élargit un peu, il y a les textes des Cornelia et Nuxel sur les transferts des chants, des chansons des chants de commandement et des motivations donc, du Libéria vers la Sierra Leone, donc dans les années 90. Et elle parle donc de comment aussi donc, ces chants peuvent être utilisés donc, pour une cohésion sociale, pour une motivation, pour souder les groupes. Et dans ces textes-là, donc, il y a quelque chose qui m'a paru très intéressant, qui est peut-être les miroirs ou les négatifs de ce dont on parle. C'est comment, quand elle rencontre donc, ces anciens combattants, et certains d'entre eux, c'était des enfants soldats, quand ils se mettent à chanter, et ils vont avoir donc, cette remémoration émotionnelle, donc cette espèce de réminiscence et des émotions, oui, qui va être présente. Et ils vont raconter, voilà comment ils chantaient ces chansons-là avant d'attaquer un village et après les massacres. Et finalement, comment
la violence extrême, elle est comme balisée par ces chants, par ces chansons-là. C'est comme si la musique avait la fonction de baliser la réalité. Et après, quand il est chanté à nouveau, c'était toutes ces émotions et c'était finalement revivre ces moments-là. Mais bon, ce qu'elle raconte dans le texte, c'est qu'il ne s'effondrait pas, parce que finalement, c'était la musique les avait aidés à sublimer finalement ces moments de violence extrême et à pouvoir vivre avec ça. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce texte parce que c'est vrai que moi, il a été très important parce que je me suis rendu compte que lors d'un suivi avec un ancien enfant soldat de Sierra Leone, j'étais complètement passée à côté de cette histoire du son. Et je m'en suis rendu compte en lisant ce texte parce qu'il m'avait parlé, effectivement, il me décrivait ce qu'il avait fait et il m'avait parlé de ses chants. Mais la torture un peu invisibilisée aussi. J'étais passée à côté, ça ne m'était pas apparu comme une donnée importante. Et puis, bon, il y avait énormément d'autres choses aussi qui étaient présentes dans ce qu'il me racontait, et violentes aussi pour moi à entendre. Donc du coup, voilà. Et je me suis rendu compte avec le texte de Nuxol, Cornelia Nuxol, que en fait, il y avait un lien entre la rythmique et le sentiment de solidarité dans le groupe. Et que ça entraînait aussi l'individu par un effet d'appartenance à être dans le passage à l'acte, un passage à l'acte collectif. Il y a cet effet extrêmement fort et qui renforce ce qui est vraiment fondamental dans le passage à l'acte, c'est ce clivage radical entre le nous, ce groupe-là qu'il faut défendre, auquel j'appartiens, et ce eux qu'il faut anéantir, détruire. Bon. Et ce clivage-là, nous, eux, il est fondamental dans des passages à l'acte, autant dans la torture, même dans la relation entre le tortionnaire et la personne qui va subir l'acte de torture, et dans les phénomènes de groupe, comme ce qu'on a pu voir en Sierra Leone. Et je trouve que ça participe aussi à quelque chose que j'avais pu voir comme étant un des éléments du passage à l'acte. Ça participe à l'identification virile. Il y a ce phénomène-là qui est important et qui va faire qu'on doit aussi agir en tant qu'homme. Il y a des femmes qui torturent, il y a des filles enfants soldats aussi, mais il y a cette sorte de virilité comme ça qui est mise à l'œuvre, et plus l'acte va être difficile, plus la virilité va être convoquée chez la personne pour accomplir cet acte et ce passage à l'acte. À des degrés moindres, on a dans la vie quotidienne ces occasions de dire « moi je ne chante pas » à ce moment-là, et se sentir extrêmement mal de ne pas chanter avec les autres, de ne pas être dans cette communauté, de ne pas participer à ça. Et alors, c'est pas toujours des choses aussi horribles, hein, mais quand on est dans une salle qui se lève et qui chante, et qu'on ne connaît pas la chanson, on se sent mal. Alors, a fortiori, quand en plus il y a de la transgression, quand en plus il y a du passage à l'acte, c'est quelque chose qu'il faut tenir. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a le phénomène collectif, mais il y a aussi l'utilisation de la musique comme marqueur de transgression. Par exemple, dans M le maudit, hein, le passage de Grieg qui accompagne, qui rythme les assassinats, hein, qui est le petit marqueur de je passe dans une autre dimension. Mais c'est quand même globalement le côté collectif dans lequel la musique intervient pour faciliter le passage à l'acte. Ici, donc, nous sommes et nous voyons aussi comment la réflexion sur un point spécifique, donc, qui est
la musique et la torture nous aident à élargir, à réfléchir sur finalement des phénomènes plus larges, par exemple l'utilisation de la musique dans des rituels politiques, dans des rituels sociaux. Et alors... Mais moi je crois que même ça va plus loin que strictement les rituels politiques, les rituels sociaux. L'idée d'écologie sonore questionne l'ensemble des sociétés dans leur fonctionnement, plein de guillemets, normal. La torture est le cas extrême de choses qui sont déjà des conditionnements, qui sont déjà des privations de liberté, qui sont déjà des phénomènes d'isolement. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est dans cette désidéalisation qui fait qu'on n'est plus dans l'idée que l'esthétique, on sort aussi de l'idée d'une socialisation par la musique. Parce qu'on avait tendance, nous en tout cas nous historiens, à considérer que la musique faisait partie des moyens de socialisation, qui pouvaient être exclusifs ou non, mais que le fait de faire de la musique ensemble, de chanter ensemble, comme on le dit maintenant dans les programmes qui demandent de l'argent public, font société. Ça, c'est très bien de dire ça fait société. Alors que la musique peut aussi bien servir à créer des effets d'isolement. Et je crois qu'on comprend mieux l'usage très individualisé de la musique qui peut contribuer à l'isolement avec une prolifération musicale au lieu de créer plus de liens sociaux. C'est ça, tout à fait. Peut-être justement pour creuser un tout petit peu cette idée, en fait, ce qui est vraiment douloureux pour c'est peut-être pas le meilleur mot, mais pour un musicien ou un musicologue de savoir que la musique peut torturer, c'est qu'elle torture parce qu'elle constitue un monde, justement. C'est-à-dire, vous avez bien insisté, la torture c'est un système, c'est un ensemble de relations. Et donc la musique sert justement, elle impose, elle remplace le monde, c'est là où on peut parler effectivement de désubjectivation, elle remplace votre monde par un autre monde. Et elle est un outil extrêmement puissant. Et c'est donc là où on a besoin vraiment d'en finir un peu avec une certaine métaphysique qui nous dit que justement la musique est un monde, c'est-à-dire sous-entendu un monde autre. Quand on s'aperçoit que ce monde autre n'est plus le monde autre des romantiques, le monde fabuleux, etc., mais qu'il peut vous conduire à des choses inhumaines, la musique doit renoncer à cela et investir le monde réel, justement pour améliorer notre monde. Voilà. C'est dans ce sens-là que ça prolonge un peu. Et donc finalement, l'engagement, ça serait quelque chose aussi de plus élargi. Ça ne serait pas seulement un engagement politique, idéologique, mais finalement, dans la façon de diffuser de la musique, de la partager, de faire, de concevoir les sons, les espaces, il aurait finalement la notion d'engagement, ça serait pertinente et élargie aussi. Oui. Alors, nous sommes très très bien dans les temps, là, c'est vraiment parfait. Et peut-être que s'il y a des questions, on peut prendre quelques questions qui pourraient nous amener sur d'autres sentiers. Sinon, on peut continuer. Est-ce que dans la salle, il y aurait des commentaires, des questions ? Est-ce que la puissance du système sensoriel tel qu'il est investi par le son arrive-t-il ou pas à couper les liens entre les sens? Parce que là, vous avez parlé de la musique, mais souvent en cas de soit hyperesthésie, soit anesthésie, quand un sens est coupé, enfin une dimension sensorielle est coupée, il y a le relais d'autres sens. C'est-à-dire que quand le son a tout colonisé, le toucher peut prendre le relais d'une certaine manière pour arriver à se sentir soi-même ou avoir accès à ses propres perceptions ou pas.
C'est-à-dire, là, je m'interrogeais sur est-ce qu'il y a une possibilité ou pas de résistance d'un sens par rapport à l'emprise sonore. Parce que si effectivement on arrive à défaire la kinesthésie globale, à ce moment-là, effectivement, c'est une mort totale. Mais s'il y a la possibilité d'investir par le toucher, le sentir, à ce moment-là, il y a peut-être une possibilité de résistance, notamment par le toucher à l'ouïe. Oui, moi j'ai une hypothèse là-dessus. C'est qu'au fond, le viol sensoriel par la torture est en fait apparemment une hyperesthésie, mais en fait aboutit à une anesthésie. C'est-à-dire que l'hyperesthésie ou le choc hyperesthésique en fait crée une anesthésie qui, c'est-à-dire une incapacité de sentir qu'on sent, puisqu'il y a cette réflexivité qui est inhérente à la sensation et qui permet au sujet de s'attribuer ce qu'il sent. De telle sorte qu'après, effectivement, il n'y a pas de système de compensation, on va dire. C'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où s'est créé cet état d'anesthésie, c'est-à-dire d'impuissance de ce circuit réflexif qui réattribue au sujet ce qu'il éprouve, et de telle sorte que ça fasse expérience, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de mécanisme compensatoire. Moi, j'étais très frappée dans le texte pas le texte de Kuzik, mais l'autre, où quelqu'un qui avait été torturé, mais qui avait été initié aux méthodes possibles de torture qui pouvaient être appliquées sur lui. Racontait que ce qui l'aidait en réalité, ce qui lui avait permis on va dire, de se sortir de l'épreuve de la torture par le son et par la musique, c'était non pas, disons, un autre sens, mais c'était qu'il savait qu'à ce moment-là, il fallait se parler à soi-même. C'était dans le monologue intérieur qu'en fait, il avait pu briser l'emprise. Et donc, c'était pas par un autre sens, mais en réalité grâce au registre symbolique du dialogue avec soi-même. Et puis aussi peut-être préciser que la torture n'a pas le même effet sur les individus. Certains vont être très très affectés et d'autres beaucoup moins. Donc ça, on le voit aussi dans les témoignages qu'apporte Suzanne Kuzik, c'est assez intéressant. Par rapport au relais des sens, il y a aussi le fait que plusieurs techniques sont souvent utilisées ensemble. Par exemple, la personne est cagoulée, attachée, donc elle va être privée d'autres sens, et donc ça devient difficile de prendre le relais sur autre chose. Et la musique, à terme, produit un sentiment de déréalisation avec des hallucinations extrêmement fortes. On est complètement désorienté dans le temps, dans l'espace. Et dans ce moment-là, on n'est plus en capacité d'être dans le réel et de faire la part des choses. On ne sait plus ce qui est là. Donc les sens, je pense qu'ils sont aussi réduits un peu à néant, comme tu dis. Oui, moi je voulais juste insister là-dessus, c'est qu'effectivement dans les centres de détention de l'armée américaine et de la CIA, c'est pas que la musique, c'est-à-dire que c'est effectivement tous les sens, c'est tout l'être humain. Avec tout ce qu'ils représentent. La vue, ils sont cagoulés, ils sont dans des pièces qui sont souvent sans accès extérieur, donc ils sont noirs. La lumière est dirigée par les gardes, c'est-à-dire qu'on va leur faire perdre la notion du temps jour-nuit. Soit elle est allumée, soit éteinte, soit ils sont soumis à des lumières stroboscopiques en permanence, cagoulés quand ils sortent, donc ils ne savent pas où ils sont. Ils ont une perte de repère du lieu, puisqu'on les emmène cagoulés, enchaînés, ils ne savent absolument pas où ils
ils vont aller. Il y a des témoignages d'ailleurs qui sont très poignants de détenus particulièrement des Européens ou des personnes plutôt du Maghreb qui ont été arrêtés comme la plupart, enfin vendus, puisque les Américains offraient 5 000 $ pour toute personne suspecte d'être un terroriste. Donc effectivement 5 000 $ au Pakistan, c'est une fortune. Et ces personnes qui ont été arrêtées, déjà soumises à des violences par les milices ou par l'armée, quand ils ont été remis aux autorités américaines, ils ont été heureux. Ils se sont dit, ça y est, l'armée américaine arrive, les Américains arrivent et on va être sauvés, puisque les États-Unis, c'est le pays de la démocratie, et c'est là que l'enfer commence. Donc là, il y a déjà, on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Donc il y a aussi ce sens moral qui est complètement perdu, puisque c'est là où les pires des tortures vont commencer. Il y a une perte de sens également au niveau corporel. On va chercher à les humilier, je disais tout à l'heure, ils sont mis dans des cellules avec des couches culottes, par exemple. On va leur donner des bouteilles d'eau glacée. Ils ne vont pas oser boire ni s'alimenter parce que les bouteilles d'eau glacée déclenchent des diarrhées, des problèmes urinaires. Et là, les gardes vont leur interdire d'aller uriner. Enfin, c'est tout un système qui est mis en place. Et la musique, si j'ose employer ce mot, vient sublimer cette destruction de l'ensemble des sens. On ne peut pas se toucher, on a mal partout. Et puis on est enchaîné de toute façon. Donc c'est vraiment l'ensemble des sens et de l'être humain qui va être détruit, et la musique en fait partie. Un autre commentaire, une autre question? C'est pour une confirmation. Vous avez parlé là, pendant 1h30 en laissant penser que ces phénomènes de torture n'existent que depuis que la musique peut être reproduite et diffusée sans qu'un musicien la pratique directement contre quelqu'un. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on connaît des exemples de torture directe, musicale ou sonore, infligée par une personne jouant directement contre quelqu'un? Il y a un exemple très intéressant qui est donné par, alors justement j'oublie toujours son nom, cette auteure Grant, sur la fonction de la comptine. Dans les comptines enfantines, elle souligne le fait que très souvent, il y a ce chantonnement de la comptine qui est en réalité une menace, et que ce chantonnement de la comptine en fait réapparaît. On le voit réapparaître dans les scènes de torture. C'est-à-dire que le bourreau, en fait, hurle et chante aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rythme, de mécanique, il y a une intonation, il y a quelque chose comme une musique du bourreau. Ça, c'est impressionnant, cette chose-là. Je n'avais jamais pensé à ça. Et qui est en fait un écho de la comptine. En ce sens, on peut dire que oui... disons, c'est pas récent que la musique, c'est pas parce qu'elle est diffusée que la musique peut servir d'outil, effectivement, de torture. Et l'on parle aussi de la fonction de la musique dans des rituels et châtiments, donc au Moyen-Âge, et comment il fallait accompagner donc, ces châtiments corporel public par de la musique, donc soit des tambours, soit autre chose, et donc bon, dans ce cas-là, il n'y a pas, ce n'est pas la musique qui va torturer comme à Guantanamo, et dans les autres prisons, mais elle va encadrer finalement ces rituels sociaux. Et il me semble que le rôle symbolique, il est aussi fort. Ce serait aussi pour avoir une petite confirmation, mais à vous entendre, je me demande si donc la torture, c'est pas finalement le plus grand succès qu'on ait eu pour faire de la musique, pour faire faire à la musique ce qu'on veut qu'elle fasse. Au sens où on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément de torturés par la musique qui réussit à y échapper.
Alors que pour beaucoup d'autres effets esthétiques de la musique, on dit les goûts et les couleurs, ça dépend du contexte. On n'arrive pas forcément à endormir avec une berceuse, on n'arrive pas forcément à faire éprouver un plaisir musical, une douceur avec une musique douce, etc. On provoque de l'ennui, ce genre de choses. Et donc finalement, est-ce que la torture, c'est pas le plus grand succès esthétique Peut-être, parce que finalement c'est une situation. Et, alors, je me demandais si on peut utiliser les mots extrêmes comme si elle était exceptionnelle, comme si elle était hors de notre monde, comme on disait. Et en lisant un peu, il me semble que la torture, elle est tellement présente, elle est tellement utilisée, elle est tellement déployée comme instrument politique que finalement, ce ne sont pas tant des situations extrêmes et que finalement, on nous parle comme des situations extrêmes. On a vu au mois de décembre les Sénats des États-Unis et pour nous faire croire que c'est exceptionnel, que ça arrive très peu, que ça arrive ailleurs, que ça arrive quelque part, que c'est arrivé, mais qu'il ne faut plus que ça arrive. Mais donc, pour revenir à ta question, finalement, c'est une situation où la domination, elle est tellement, peut-être là oui, elle est tellement extrême que justement, il y a peut-être peu de marge et peu de distance esthétique pour la réappropriation, et peu de choix pour les détournements, oui. Je ne sais pas si vous avez des exemples ou... Alors sinon, je voulais rebondir sur un autre aspect donc, de ces pratiques et de la dimension politique de la torture et finalement de la responsabilité aussi de nous tous. Et Max disait des musicologues, des musiciens, certes, mais bon, nous sommes finalement tous concernés. Et c'est-à-dire, du moment où on prend conscience que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, du moment où on prend conscience que ce n'est pas ailleurs que ça se passe, du moment où on prend conscience que ce n'est pas que dans des situations extrêmement précises, par exemple, chambre noire, et détenus, etc., mais qui peut avoir d'autres contextes. Et on parle très très peu de l'Arabie saoudite, on parle peu dans les médias traditionnels. Et Amnesty, on parle depuis des décennies. Et aussi finalement du rôle de la fiction, pour légitimer ces pratiques-là. Et bon, ça a été très commenté aussi, le fait que des séries télévisées vont euphémiser l'utilisation de la torture. Ils vont montrer la torture comme une solution, comme une alternative. Donc, on a parlé des 24 heures chrono, d'autres. Et donc là, il y a, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose d'isolé, ce n'est pas un hasard si ces fictions, si ces séries et télévisées diffusées dans le monde entier. Et s'il y a des personnalités politiques qui vont reprendre ces arguments-là, qui vont reprendre des modes de raisonnement que les citoyens lambda et que peut-être ne s'est pas posé la question autrement, ou les médias
ne l'ont pas posé non plus, ils vont finalement accepter, ils vont dire « Ah mais oui, quand même, si la bombe explose et s'il y a mes enfants dans cette école-là, mais moi, j'accepte quand même qu'exceptionnellement, on torture ces personnes-là pour qu'ils disent où elle est la bombe. » Et donc, la fiction et donc les rôles des écrivains, des réalisateurs, des artistes en général, mais aussi finalement de ceux qui vont consommer ces objets culturels. Et là, on revient à ce que Catherine disait, donc ces modes de consommation et, nous rend responsables finalement. Et après, en tant que musicien ou en tant que musicologue, c'est plus spécifiquement pour la musique, mais en tant que citoyen, c'est aussi pour la torture en général. Je ne sais pas si... Moi, je voudrais juste citer un passage de l'article de Suzanne Cusy qui moi, me paraît très, très, très intéressant en termes de responsabilité individuelle. Elle dit donc tous les sons passant par un haut-parleur dans ces camps, c'est-à-dire toute la musique, provient de la transformation par les États-Unis du pétrole du Moyen-Orient en énergie acoustique violente, utilisée pour exercer de la violence à l'encontre des citoyens de ces mêmes pays. Des citoyens qui sont aussi incapables de résister à notre exploitation de leurs ressources qu'ils le sont de résister à l'utilisation qu'on en fait contre eux. Malheureusement, le seul fait que le programme musique provoque un tel gaspillage d'énergie pourrait venir nous rappeler à nous, citoyens innocents, que nous nous sommes octroyés le droit d'utiliser ces ressources énergétiques d'autres nations pour maintenir un train de vie que nous n'avons pas les moyens de nous permettre seuls. Et je crois que c'est très très important de penser à cette notion de responsabilité individuelle, même si la nôtre, elle est peut-être minime par rapport à ceux qui pratiquent ces actes de torture. Mais on est tous engagés sur une même planète, on fait tous partie d'une même société, et cette notion de responsabilité individuelle, pour moi, elle est très très importante. Oui, effectivement, moi je crois que par rapport à la torture, on est tous concernés, même si a priori on n'est pas tous, on n'a pas tous connaissance de quelqu'un qui a subi des actes de torture, mais ça nous concerne tous, et c'est un peu difficile de prendre conscience de ça, parce que la torture, comme tu le disais, ça nous paraît quelque chose d'assez lointain, ça se passe ailleurs, ça s'est passé dans le passé, mais au jour d'aujourd'hui, les États démocratiques ne torturent pas, on va banaliser la torture, on va tolérer dans certains contextes exceptionnels un certain degré de torture, comme l'avait dit Alberto González, l'ancien ministre américain de la Justice. Voilà, on tolère un certain degré de torture, et on se rend compte qu'en tolérant ce certain degré de torture, on arrive à accepter ce processus d'engrenage et le fait que la torture est présente et elle devient la norme. Et c'est effectivement une responsabilité individuelle. Alors, à chacun son niveau, en tant que chercheur, de pouvoir poser les bons mots, de parler de la torture en faisant en sorte qu'on n'opère pas ce clivage entre ceux qui sont affectés et puis les autres, la société qui est préservée. Et c'est dans le choix des mots, en tant que psychologue aussi, dans le choix des théories qu'on peut utiliser. Et c'est vrai que les théories que l'on a, dont on dispose, sont souvent des théories qui vont être dans la victimisation. Et ça, c'est problématique parce que c'est pas ce qui va aider les personnes concernées à revenir vers le monde des humains, à revenir vers la communauté humaine et à pouvoir se réengager réellement dans la vie. Oui, je crois que c'est vraiment le point essentiel, ça. Hein, c'est qu'aujourd'hui, la question est entièrement recouverte par cette idéologie de la victime, hein, ce culte de la victime, de telle sorte qu'on s'aperçoit... on a tendance à constamment occulter le fait que la torture n'est pas un problème moral, mais c'est vraiment un problème politique. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les débats, quasiment, visent à moraliser le débat sur la torture, alors qu'en fait, tu me rappelais que Jean Améry disait
à propos de son expérience de la torture, « Je ne suis pas traumatisé », ce qui est quand même une formule assez impressionnante. Et ce qu'il voulait dire par là, naturellement, c'est qu'au fond, lorsqu'il y a acte de torture, ce qui est torturé, ce n'est pas tant le corps d'un individu, c'est véritablement toute la structure même de la société qui est supposée porter cet individu qui est attaqué et démantelé. Et je crois que c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire qu'en réalité, tout acte de torture, où qu'il se produise, vise à désaffilier, d'une part, comme vous le rappeliez, l'individu de son groupe à lui, et par ailleurs à détruire ce qui constitue ce groupe comme groupe matriciel pour cet individu. Donc je crois qu'on a là des opérations qui sont très fondamentales. Et alors je voulais juste... On a parlé beaucoup de la torture, mais on a très peu parlé de la définition de la torture et des problèmes juridiques autour de ça. Je pense que sans doute que Nathalie Berger aurait des choses beaucoup plus précises que moi à dire sur l'actualité concernant cette définition de la torture, mais il faut être conscient que depuis 2003, il y a une bagarre. C'est-à-dire que dès 2001, Bush avait fait construire un appareil juridique extrêmement précis pour redéfinir ce qu'on appelle acte de torture, pour les distinguer de ce qu'on appelle traitement humiliant et dégradant et cruel, et que, par exemple, il y a eu des débats quasiment scolastiques autour de la question de savoir si le waterboarding était une torture ou pas, ou simplement un traitement humiliant. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on s'aperçoit que dans ce processus de définition même du concept de torture, il y a un enjeu très très important dont Barack Obama ne s'est pas véritablement tiré, malgré ce qu'il a bien pu en dire, puisque au fond, d'une part, on continue de pratiquer sur des individus qui sont considérés comme n'étant pas des citoyens, puisqu'étant des terroristes, des méthodes qui du coup sont considérées simplement comme des traitements humiliants, dégradants, cruels. Donc je pense que toutes ces questions de l'enregistrement, de l'onomastique est très très important, et que s'il y a une bagarre au niveau des citoyens à avoir, c'est au niveau de ça, de sémantiquement, qu'est-ce qu'on appelle torture. Et je crois que c'est vraiment à partir de là qu'on pourra peut-être rattraper ce qui a été quand même, une aggravation considérable de la chose, qui a été quand même la politique américaine menée par Bush, qui pour l'instant est quand même l'état des choses. Oui, non, je confirme effectivement, c'est assez impressionnant de voir la bagarre des juristes sur une terminologie, sur ces techniques de torture. Les États-Unis ont ratifié la Convention internationale contre la torture, mais en émettant des réserves comme ils en ont le droit, et en particulier sur justement la définition, en estimant qu'effectivement la Convention internationale, avec la notion de châtiment, de traitement cruel, inhumain et dégradant, ne correspondait pas à ce qui pouvait être intégré dans leur propre législation, et ne correspondait pas à leur propre définition de la torture. C'est là-dessus que, entre autres, les juristes de la Maison-Blanche, du ministère de la Défense et de la Justice ont joué, si j'ose employer ce mot-là, pour pratiquer les techniques de torture sur les détenus de Guantanamo ou d'ailleurs. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais nous sommes en France. Donc, je voudrais mettre au défi les jeunes musicologues de la revue Transposition de faire un numéro sur torture et musique en France. Et d'une manière plus élargie, peut-être, par exemple, donc j'excède un petit peu le cadre posé par Catherine concernant la torture au sens strict, mais par exemple, un des témoignages qu'on a eu lors des événements de janvier à la porte de Vincennes, tous les gens qui étaient présents, la première chose qu'ils racontaient, c'était la terreur par le son qui dominait, les hélicoptères, les sirènes, etc. Là, il y a un travail à faire, je crois, très, très fort et très intéressant pour secouer un peu notre vieille bonne musicologie française. Tout à fait. Alors, il y a des chantiers énormes, ça c'est sûr, et
il y a aussi, par exemple, la trace sonore, on peut l'appeler comme ça, que l'armée française donc, laisse au Mali, partout où il y va. Aujourd'hui, et c'est beaucoup plus simple d'apporter sa musique avec soi. Donc les CD, c'est du passé, c'est du siècle dernier. Et il y a un reportage très très intéressant que j'ai eu l'occasion d'écouter et fait par la BBC et sur les playlists des soldats britanniques en Afghanistan et comment ils vont et il raconte voilà ce qu'ils écoutent, ce qu'ils écoutent seuls, ce qu'ils écoutent en groupe et ce qu'ils écoutent pour se motiver, mais ce qu'ils écoutent aussi les soirs pour danser ensemble. Et Bob Marley, par exemple, c'était très étonnant. Là, on parle d'une utilisation et, pour détruire l'autre, pour anéantir un autre être humain. Et, mais il y a aussi donc, ces utilisations pour justement avoir du réconfort et, entre soldats. Ils disent aussi pour se sentir un peu chez soi. Donc on voit bien comment la musique, donc les œuvres et les pratiques musicales, donc les sons, et il y a des chantiers énormes à creuser. Et il me semble que, et pour parler des transpositions, ce n'est que avec une musicologie interdisciplinaire et qui va donc pas seulement s'inspirer ou prendre des concepts, des méthodes d'autres sciences sociales, humaines, mais aussi travailler en équipe. C'est-à-dire, quand on est musicologue, on a tout à gagner si on peut travailler avec des sociologues, avec des politologues, avec des gens d'ailleurs, philosophes, et finalement, on se rend bien compte que l'effet musical, il est beaucoup plus vaste, il est extrêmement vaste, et que on peut pas les réduire donc à la musique au sens strict, la partition, et le concert et bon. Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis sur cette notion de trace, parce que ça peut ouvrir un chantier énorme qui bouleverse nos façons de travailler. Parce que jusqu'à présent, on travaille en ayant l'idée, par exemple, qu'on va faire un corpus, qu'on va stocker des choses, et qu'avec ce corpus, on pourra comprendre un phénomène. Là, on a quelque chose qui n'est même pas de l'ordre du stockage possible, mais qui est vraiment de l'ordre de la pratique. À un moment donné, la playlist, ça n'a pas de matérialité. Donc cette ouverture sur l'idée de trace, à mon avis, c'est quelque chose qui bouleverse complètement le rapport des sciences humaines et sociales à la notion même d'objet, et l'objet musical en particulier. Donc c'est bien. Alors, avant de terminer, est-ce que je voudrais donner la parole à Nathalie Berger et pour peut-être parler un tout petit peu des Amnesty International et des campagnes actuelles. Oui, moi, il m'a semblé important. Aujourd'hui, on a parlé de torture, on parle de Guantanamo, on parle de beaucoup de choses qui sont effectivement très importantes et très intéressantes. Et je te remercie de m'avoir invité ce soir. Mais moi, ce que j'ai envie ce soir et ce que l'on fait souvent à Amnesty, c'est mettre un visage sur ces dossiers dont on parle, sur ces personnes dont on parle. Et ce visage, vous l'avez derrière moi. Entre autres, hein, bien sûr, Shaker Amar, qui est un prisonnier de Guantanamo, qui est depuis 13 ans à Guantanamo au jour d'aujourd'hui. Shaker utilise la musique.
Il l'utilise, il ne dit pas véritablement qu'il a subi des séances de torture avec la musique, même s'il l'a probablement subi, parce que je crois qu'il a à peu près tout subi. Par contre, Shaker a été examiné il y a 1 an et demi par le docteur Keram, qui est un expert auprès des tribunaux fédéraux américains, qui est une psychiatre, à la demande de ses avocats qui essayent d'obtenir sa libération depuis maintenant qu'il est arrivé à Guantanamo. Il est déclaré libérable depuis 2007, redéclaré libérable en 2009. C'est un citoyen britannique, enfin résident légal britannique, c'est le seul Européen encore présent à Guantanamo. Aucune charge ne pèse contre lui, comme la plupart des détenus de Guantanamo. Shaker Amar a participé à de multiples grèves de la faim. Il est dans un état de santé déplorable. Le docteur Keram a donc publié ce rapport pour essayer de faire en sorte d'obtenir des autorités américaines et des autorités britanniques qu'il soit rapatrié en Angleterre. Alors qu'effectivement il est libérable. Et dans son rapport, elle cite très souvent la façon dont Shaker raconte ce qu'il a subi, et par moments, effectivement, il s'en échappe. Il se met à chanter à haute voix la chanson des Eurythmics, Sweet Dream, en essayant de s'intégrer dans ce bruit. Il ne chante que le refrain des Eurythmics, et il perd ainsi complètement le fil de la discussion. Il s'échappe complètement, il se met dans son monde, dans son propre monde musical. Si je voulais aujourd'hui parler de lui, c'est que depuis des années, on met pendant 1 an, chaque année, l'accent sur un certain nombre de personnes qui sont particulièrement en danger, et lui l'est particulièrement, pour attirer l'attention de l'opinion publique et pour nous aider à faire en sorte que Shaker Amar puisse rentrer en Angleterre. Le mode de fonctionnement d'Amnesty, il est simple, c'est le stylo, c'est notre arme. Vous avez donc des pétitions qui sont sur la table, vous avez ce document sur Shaker et ce qui se passe à Guantanamo aujourd'hui avec le gavage forcé, avec les grévistes de la faim, et cet autre document qui a été fait pour les 10 ans de Guantanamo, qui sont en libre disposition sur la table. N'hésitez pas à le prendre, et dans la mesure du possible, si vous le souhaitez, aidez-nous par simplement votre stylo, une signature, un code postal, ça nous suffit, et bien sûr un nom. Ça permet de faire avancer les choses, et surtout, ce qui est surtout très important de comprendre, on a parlé de ces situations de torture épouvantables, c'est que aujourd'hui, les avocats de Shaker Amar peuvent avoir quand même un certain nombre de contacts. Il sait qu'effectivement, que l'opinion publique internationale se mobilise pour lui. Tous les détenus de Guantanamo que j'ai pu rencontrer m'ont dit à un moment donné, mais ça nous a permis de tenir. Donc il suffit d'une signature pour aider ces personnes qui sont détenues de façon illégale depuis 13 ans maintenant, qui sont dans des conditions de santé épouvantables, de leur permettre de tenir jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur famille. Et on espère que cette année, Shaker Amar puisse sortir de Guantanamo. Donc rien que pour lui, je vous remercie. Donc, au nom des transpositions du comité de rédaction, et on voudrait remercier donc les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous nomme à nouveau donc Maki Solomos, donc professeur de musicologie à l'université Paris 8, et Catherine. C'est le moment où on oublie tout. Catherine Perret, et professeur aussi à Paris 8. Nathalie Berger, donc des Amnesty International France. Muriel Montagu, donc est psychologue clinicienne et sociologue, chercheuse associée à Paris 7. Voilà. Didier Francfort, donc professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Panagiota Anagnostou, et chercheuse associée à l'Institut d'histoire culturelle européenne. Voilà, et il avait donc moi-même, Luis Velasco Puflo, donc un des secrétaires des rédactions des transpositions. Et donc l'année prochaine, il aura... et
un nouveau numéro, donc le numéro 5 de la revue, et qui portera sur les figures du chef d'orchestre. Donc un autre sujet et d'autres textes, d'autres débats. Et donc, je vous rappelle, Transposition est une revue électronique et qui est hébergée sur la plateforme revue.org en accès libre. Et donc, dès que vous avez accès à Internet, elle est gratuite. Et donc, on vous invite à aller lire les textes, à les partager. Voilà. Le numéro 3 et les sujets, c'était musique et théorie queer. Le numéro 2, séduction musicale. Et les premiers numéros, il était sur polyphonie et société. Voilà. Merci beaucoup. Merci.